Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez pour la grande édition, à retrouver bien sûr en replay chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une émission toujours un peu particulière puisque nous allons commenter avec nos invités dans un instant les premiers mouvements de marché de cette année 2024 et c'est le grand jeu à chaque nouveau démarrage de nouvelle année de savoir si les tendances qu'on observe sur cette première séance sont révélatrices de ce qui sera la tonalité de cette année 2024 sur les marchés. Qu'a-t-on observé aujourd'hui? Une remontée de la volatilité sur les actions, le VIX est en hausse. On a vu à la fois une correction des marchés obligataires et des marchés actions. On est en légère baisse sur les actifs risqués, notamment sur les marchés actions européens et américains. On a vu du rouge en Asie également ce matin. On voit le dollar qui remonte encore un petit peu. Le sourire du dollar est en train de se manifester en ce début d'année. Et puis le pétrole également qui est maintenu sous tension par les phénomènes de tension géopolitique qui se concentre en ce moment en mer Rouge. Voilà donc pour le tableau, le premier tableau de cette année 2024 sur les marchés. Discussions et commentaires à suivre bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Sur le plan plus fondamental, la première semaine de l'année avec l'agenda statistique sera déjà une semaine importante puisque nous aurons des chiffres clés pour la zone euro avec les premières estimations d'inflation pour différents pays de la zone euro ou pour l'ensemble de la zone euro, des estimations d'inflation bien sûr pour le mois de décembre et c'est la semaine de l'emploi notamment aux États-Unis avec les différents indicateurs qui seront publiés à partir de demain, les ouvertures de postes, l'enquête ADP concernant les créations d'emplois dans le secteur privé et vendredi le chiffre global et le rapport mensuel sur le marché du travail américain avec en plus des enquêtes de conjoncture. On a vu les PMI définitifs manufacturiers publiés ce matin. Nous aurons les ISM américains également au cours des prochains jours pour jauger de la conjoncture en fin d'année 2023 aux États-Unis. Voilà donc pour le programme de cette première émission de l'année 2024. Et puis nous nous focaliserons plus spécifiquement encore sur la sphère émergente dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. Quels sont les enjeux et quels sont les réservoirs potentiels de croissance dans les émergents pour cette année 2024? Ce sont les spécialistes de GEMO Assets qui seront avec nous en plateau à partir de 17h45, représentés par le président de GEMO Assets, en l'occurrence Bruno Vannier. Avant d'entamer notre discussion de marché, les premières tendances de l'année 2024 sur les marchés avec une séance plutôt erratique, les commentaires et l'analyse de Côme Dubois. La Bourse de Paris débute l'année 2024 en repli. Les marchés restent attentifs à l'évolution de la situation en mer Rouge. L'Iran a envoyé hier un navire de guerre dans la zone en réponse aux bombardements américains qui ont coulé 3 navires Houthis. Ces bateaux menaçaient un porte-conteneur du danois Maersk dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Face à ce regain de tension, les cours du pétrole remontent. Le baril de Brent et le WTI américain gagnent autour de 2% au cours de la séance. Le secteur de l'énergie en profite. Total Energy progresse de plus de 1,5% au cours de la séance. La remontée des cours du pétrole fait également craindre une remontée de l'inflation. Les rendements obligataires repartent de l'avant. Le 10 ans américain remonte de quelques points de base. Le secteur bancaire en profite. Société Générale et Crédit Agricole gagnent entre 1 et 2,5% au cours de la séance. À noter également aujourd'hui la méforme d'Apple qui recule de plus de 2% à l'ouverture de Wall Street, à la suite d'un abaissement de recommandations sur le titre de la part de Barclays, dont les analystes soulignent un faible volume pour les ventes d'iPhone 15 depuis sa sortie en septembre. De son côté, le luxe est à la peine aujourd'hui. LVMH, Kering et Hermès reculent entre 1 et 2% au cours de la séance. Le secteur pâtit des mauvais chiffres de l'économie chinoise. Les chiffres publiés ce week-end ont montré que l'activité dans l'industrie s'est contractée à son rythme le plus fort depuis 6 mois. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance d'une série d'indicateurs américains, à commencer par l'indicateur ISM manufacturier pour le mois de décembre et les chiffres des offres d'emploi JOLTS pour le mois de novembre, mais aussi les minutes de la réunion du FOMC du 13 décembre après la clôture de Wall Street. Avant cela, ils prendront connaissance des chiffres du chômage en Allemagne pour le mois de décembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les commentaires et l'analyse de la séance avec Côme Dubois dans Smart Bourse sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chevelier nous accompagne pour cette première émission de l'année 2024, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonjour Sophie. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à Mabrouk Chetouane de nous accompagner également pour l'exercice. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Responsable de la stratégie marché globaux chez Natixis IM, et Wilfried Galland, également autour de cette table. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, mais tous mes vœux également, cher Wilfried, directeur stratégiste de Montpensier Finance, puisque c'est l'esprit du Nouvel An et le marketing du Nouvel An, il faut le dire, tout ne change pas entre le 31 décembre et le 1er janvier, comme je le rappelle à chaque fois, sur les marchés notamment. Néanmoins, c'est l'exercice traditionnel de début d'année, ouvrir un peu l'esprit sur les 12 mois à venir. Qu'est-ce qui va caractériser, sur le plan des marchés, bien sûr, ce qui nous intéresse, Wilfried, cette année 2024 qui commence? Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en général, les 2-3 premières séances de l'année, c'est toujours la continuité de ce qu'on a vu en fin d'année dernière. Et là, pas du tout, en fait. Là, on a une espèce de rupture. Et justement, moi, ça m'interroge. Est-ce que ça veut dire que cette année 2024 serait une année de rupture par rapport à ce qu'on a connu dans les derniers mois, où on avait un scénario qui était relativement clair, en fait, dans l'esprit des marchés, qui était un scénario d'une croissance, certes pas folichonne, mais qui tenait relativement bien grâce aux consommateurs américains, qui était non inflationniste, avec une baisse assez forte des taux, ce qui permettait globalement d'avoir un environnement de marché finalement relativement apaisé et voire même très flamboyant sur la partie taux d'intérêt. Je pense que ce scénario-là, il est aujourd'hui effectivement non pas mis en question, mais en tout cas testé, challengé. Il est véritablement testé sur 2 aspects qui me semblent véritablement majeurs. Le premier, c'est est-ce que la croissance américaine va tenir, en particulier est-ce que le consommateur américain, quand on voit les derniers chiffres de consommation américaine, ils sont bons, mais ils tiennent largement parce qu'on a l'utilisation d'un certain nombre de dispositifs de crédit, de paiement différé. On voit qu'on a des éléments de taux, de cartes de crédit, de défaut qui commencent à monter aussi. Donc il y a cet aspect. Avant d'avoir les chiffres justement de l'emploi, on en parlait à l'instant, de l'emploi américain, est-ce que les flux concernant les créations d'emplois, concernant les salaires, vont permettre à ce pilier de la croissance de monter? Et puis, de l'autre côté, on a ce doute permanent sur la croissance chinoise. Et on voit qu'on a du mal à avoir des indicateurs qui soient des indicateurs vraiment enthousiasmants. Alors ce matin, on a eu des indicateurs qui étaient plutôt pas mal sur l'indice Caixin, qui était plutôt légèrement supérieur à ce qu'on attendait, mais c'est pas vraiment flamboyant. Et ce qu'on voit, c'est que dans la zone Asie, on a aussi des indicateurs PMI qui ont tendance à baisser. Et tout ça veut dire aussi que si on rajoute un peu de stress géopolitique, les marchés se disent, est-ce que finalement on n'a pas été très loin dans l'achat justement dans la scénario perfection? Voilà, exactement. Et est-ce qu'il ne faudrait pas, au minimum, se faire une petite pause là-dessus, voir où est-ce qu'on en est? On sait, on en parlait avant l'émission, qu'on va avoir une année électorale extrêmement forte dans le monde, avec peut-être des changements assez forts dans un certain nombre de pays. Je pense que ça tend aussi un peu les investisseurs. On va avoir le 13 janvier, les élections à Taïwan. C'est un premier élément très important. On sait que c'est une zone qui tend énormément les marchés. On va avoir juste derrière, 2 jours plus tard, la première primaire républicaine dans l'Iowa. Là aussi, c'est des éléments qui vont être testés. Et donc, on a cette impression que sur le plan du contexte financier, donc du plan des taux d'intérêt et du contexte économique sur la croissance, est-ce qu'elle va être suffisante, inflationniste, pas inflationniste, on a beaucoup de doutes là-dessus. Pour moi, la vraie clé, c'est la clé chinoise. C'est est-ce qu'on va avoir une Chine qui va redémarrer, ou en tout cas qui ne va pas s'affaisser progressivement économiquement, ou est-ce qu'on va devoir compenser de nouveau une déception chinoise? Et je ne suis pas sûr que le consommateur américain puisse le faire une nouvelle fois. Et votre conviction sur ce qu'on peut attendre de la Chine à ce stade, avec les éléments d'information et les éléments d'analyse qu'on a? Vous en faites un pari, un espoir? Il y a quelque chose de cette nature-là? J'ai été tellement déçu que j'ai du mal à avoir des espoirs. Mais en fait, aujourd'hui... comme on n'attend absolument rien de cette zone, et absolument rien, je me dis que c'est probablement là qu'on peut avoir une bonne surprise. Et inversement, c'est sur le consommateur américain qu'il faut être méfiant, parce qu'effectivement, on peut avoir des soutiens qui peuvent commencer à monter. On a terminé l'année pricée pour la perfection, et là, l'enjeu des premiers jours, des premières séances, avec les données qu'on va avoir, va être de tester effectivement ce scénario de perfection sur lequel on a terminé en fin d'année. On est tout à fait là-dedans, absolument. Sophie, qu'est-ce que vous attendez de cette année 2024? Beaucoup d'argent. On y viendra.
On y viendra aux expected returns de 2024, mais déjà de manière un peu globale. Oui, notre analyse, l'idée un peu, c'est que on a changé très clairement d'environnement, c'est-à-dire que on est revenu dans une ère d'optionnalité banque centrale, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Fed put, la fonction de réaction. En fait, pour qualifier la fonction de réaction de la Banque centrale. On sort de 2 années de resserrement très fort des conditions monétaires. La désinflation, qui a surpris tout le monde par sa vigueur, permet maintenant d'envisager un environnement opératoire, entre guillemets, pour l'investissement plus favorable. Pourquoi plus favorable ? Parce qu'effectivement, s'il y a un ralentissement un peu trop marqué, s'il y a un choc géopolitique, s'il y a toute nature que ce soit, la Banque centrale est en mesure d'apporter une réponse proportionnée par la politique monétaire, puisqu'elle n'est plus contrainte, en tout cas elle est beaucoup moins contrainte aujourd'hui, par l'inflation. Donc ça change déjà pas mal de choses. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, Sophie ? Ça veut dire que même en cas de ralentissement américain plus marqué que le scénario parfait dans lequel nageaient les marchés, il y a quand même la possibilité de voir des marchés financiers bien se comporter. Alors, les marchés financiers peuvent marquer le pas. Ça, c'est pas la question. Enfin, tout du moins, les actions parient sur la croissance des résultats. S'il y a une révision en baisse, les marchés peuvent marquer le pas. Mais très rapidement, on a une possibilité de réponse adaptée banque centrale. Donc, en fait, on peut, en matière d'allocation d'actifs, de comment on construit un portefeuille, on a quand même passé une longue période en restant à l'écart des obligations où on avait du mal, effectivement, à construire une allocation en se disant les obligations protègent. Aujourd'hui, même en dépit du rallye obligataire, on n'a pas l'impression qu'on peut gagner beaucoup, vraiment, sur les obligations au regard du rallye qu'on a eu en fin d'année. Mais malgré tout, les obligations offrent une protection contre un ralentissement plus fort que ce que le consensus anticipe aujourd'hui. Donc on est sur la corrélation n'est pas complètement distendue de ce point de vue-là. Exactement. Donc on est sur des marchés qui, certes, présentent un certain nombre de risques qu'on va bien entendu détailler, mais qui sont d'une certaine façon quand même un peu plus équilibrés en termes de perspective. On a effectivement un environnement du point de vue de l'investissement qui offre un certain nombre de combinaisons possibles et qui sont peut-être un petit peu plus praticables que ce qu'on a vécu les 2 dernières années où on a eu énormément de stop and go. Mabrouk, qu'est-ce qui va caractériser pour vous cette année 2024 sur le plan de l'investissement, sur le plan de la macroéconomie aussi ? En fait, il faudra se poser la question, est-ce que les risques finalement qu'on a dû supporter, que les économies ont dû supporter, que les banques centrales ont dû gérer, vont totalement disparaître du paysage ou pas ? Alors on a parlé du risque chinois, pour moi effectivement la Chine c'est pas du tout le moment. Faut juste une corrélation extrêmement simple, quand on regarde finalement la déception chinoise, elle commence à partir du moment où on commence à voir le plateau du commerce mondial. Alors, quand vous regardez finalement les flux de commerce mondiaux, ça se stabilise depuis à peu près 2021-2022, ça ne croît plus, et c'est à ce moment-là finalement que la Chine commence à enregistrer de plus en plus de difficultés, jusqu'au moment où finalement, on va dire, tout explose au même moment, enfin, de manière contrôlée bien sûr, à la chinoise, avec le choc immobilier dont ils vont pas pouvoir s'en débarrasser immédiatement, donc c'est quelque chose qui va durer, et on reparlera des élections américaines, c'est encore un autre facteur de risque pour l'économie chinoise. Donc ça, finalement, ce risque qui était présent en 2023 ne disparaîtra pas en 2024. Le risque inflation, dont tout le monde dit qu'effectivement c'est derrière nous, les banques centrales nous disent attention, en fait, c'est pas si sûr finalement qu'on va se débarrasser immédiatement de l'inflation. C'est pour ça que finalement, en début d'année, notamment sur le premier trimestre, on risque d'avoir des surprises. On commence déjà à avoir quelques indicateurs en Europe quand on prend certaines enquêtes. L'enquête au niveau même des services, c'est quand on interroge les dirigeants d'entreprise, comment voyez-vous les prix, en tout cas pour le mois qui arrive, ça repart. Et donc, du coup, et la BCE nous avait déjà averti, attention aux effets de second tour. La Fed, effectivement, a publié une note au mois de décembre en disant on va essayer de mesurer, en fait, la duration, en fait, de ces effets de second tour. C'est 2 ans, d'accord ? Donc, ça prend 2 ans avant de se débarrasser des effets de second tour liés, effectivement, au choc énergétique, liés aux différents chocs qu'on a eus. Et donc, on ne se débarrassera pas, finalement, de l'inflation immédiatement, ce qui veut dire que les banques centrales vont devoir, et là, je rejoins, effectivement, ce que Sophie indiquait, réintroduire un peu de forward guidance dans la manière de faire. Elles vont temporiser. Et cette temporisation, finalement, va
possiblement décevoir les marchés. Une des explications du rallye qu'on a eu en fin d'année, c'était tout de suite l'achat du Fed Put. Là, c'est parti. Toutes les banques centrales vont suivre effectivement la Fed. La BCE a dit attention, nous, pas trop. Donc, ça ne nous arrange pas trop de baisser les taux maintenant. La Fed, on attend de voir de quelle manière est-ce qu'ils vont baisser les taux, quand est-ce qu'ils vont le faire et quel va être le trigger qui va effectivement déclencher le Fed Put, il existe, mais où est-ce qu'il est, enfin, voilà. À quel moment est-ce qu'il se déclenche du point de vue et de la perspective de la Réserve fédérale américaine? Personne ne voit aujourd'hui un effondrement de la croissance américaine. Dans le meilleur des cas, ça revient au potentiel. Si on reste au-dessus du potentiel, qui est déjà relativement haut, eh bien, ça veut dire qu'on a encore des tensions inflationnistes sous-jacentes. Donc, attention, finalement, à ne pas tout de suite se débarrasser des risques, finalement, macro, qui mettent beaucoup plus de temps à se dissiper que des risques politiques ou des risques, finalement, de marché. C'est la discussion qui nous a énormément animés depuis le 13 décembre dernier, à savoir la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine et le discours très dovish de Jérôme Powell qui ancrait la nouvelle fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine. Encore une fois, depuis 2 ans, Jérôme Powell nous a bassiné avec Arthur Burns. Moi, j'ai découvert qui était Arthur Burns grâce à Jérôme Powell. Non, mais voilà, donc le prédécesseur de Volcker dans les années 70, qui a eu le défaut de relâcher trop vite ses efforts de lutte contre l'inflation et qui a donc forcé Volcker à aller peut-être au-delà, de surréagir derrière face à une remontée du risque inflationniste et de l'inflation même matérielle. Quand on voit l'assouplissement des conditions financières depuis 2 mois maintenant, parce que ça avait commencé même avant la dernière réunion de la Fed, ça a été magnifié, accentué par le discours de Powell. Est-ce qu'il y a un risque? Et là, la question du lag, de la duration, comme vous dites, c'est intéressant. Est-ce que l'assouplissement des conditions financières qu'on a observé, est-ce que c'est déjà quelque chose qui va générer un soutien économique qui risquerait justement peut-être de maintenir l'économie américaine un peu trop au potentiel, voire au-delà? On parlait du consommateur américain, effectivement, avec tout un tas de facteurs de soutien qui étaient en train de possiblement s'épuiser. Mais il y en a un extrêmement puissant qui s'appelle l'effet richesse et qui marche très bien aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en gros, vous baissez les taux, effectivement, les marchés obligataires montent, les marchés actions montent, les valeurs effectivement de croissance type, les valeurs tech montent. Et donc, vu qu'on sait que les ménages américains sont gorgés effectivement de ces valeurs, elles ont beaucoup plus d'actions que les ménages européens par ailleurs. Ils n'ont même pas du tout d'obligation. En fait, quand on regarde l'état des comptes financiers américains, des ménages américains, eh bien, on se rend compte finalement que ce facteur richesse, cet effet richesse, peut être un facteur de soutien supplémentaire aux consommateurs américains. Dans un contexte où, s'il y a de la demande, eh bien, finalement, il y aura encore un marché du travail qui va tenir. En fait, la question est de savoir à quelle vitesse, finalement, la croissance américaine, l'économie américaine va ralentir. Et aujourd'hui, personne ne présage, finalement, un effondrement de la croissance. Et si jamais, effectivement, il y en avait un, on peut être certain que la Banque centrale interviendra. Et si la Banque centrale interviendra, on sait tout ce qui va se passer sur les marchés, ça repart. Donc, in fine, en fait, on voit mal aujourd'hui d'où peut venir l'effondrement, finalement, de l'économie américaine, des marchés américains. Alors, il y a bien évidemment tout un tas de facteurs de risque. On évoque effectivement les murs de dette de certaines entreprises, mais quand on regarde certains travaux de la Fed, encore une fois, c'est pas avant 2025. 2024, je pense que ça peut être une année où véritablement ça peut bien se passer. Modulo effectivement des chocs externes, une 3e guerre, finalement un 3e conflit quelque part. Bon là, effectivement, personne n'a de boule de cristal pour pouvoir effectivement anticiper ce qui va se passer, mais néanmoins, je pense que 2024, encore une fois, ça peut relativement bien se passer. En revanche, 2025, c'est une autre paire de manches. Oui. Bah ça, on verra ça. Non, mais ce que je veux dire, le 2 janvier 2025. Mais je comprends. Les problématiques de dette américaine, vous avez raison. C'est en 2025 que ça va se manifester, que ce soit au niveau de la dette publique, puisqu'on en parle beaucoup, effectivement, du debt ceiling, etc., ou de la dette, effectivement, corporate, de la dette d'entreprise. Bon, vos commentaires, Wilfried, sur le consommateur américain, qui est une clé de voûte évidemment essentielle. Il y a aussi, toujours la thématique de l'offre, effectivement. On retrouve quand même des chaînes de valeur un peu plus normalisées. Modulo, comme le disait Mabrouk, des tensions qui s'exercent depuis plusieurs semaines maintenant, qui s'amplifient. On n'est pas dans une escalade délirante, mais on sent qu'autour de la mer Rouge, il se passe quelque chose qui peut peut-être à nouveau être au moins un grain de sable dans le rouage de l'offre mondiale. Je pense que là-dessus, il faut être très nuancé. Il faut mettre un certain nombre de chiffres. Lorsqu'un porte-conteneur se déroute de la mer Rouge et qu'on tourne l'Afrique, ça lui coûte à peu près $500 000 de plus. Un porte-conteneur moyen, c'est 12 000 conteneurs.
Un gros porte-container, c'est 24 000 containers. Donc ça veut dire que 12 000 containers, vous êtes à $40 le container supplémentaire, de coût supplémentaire. Vous pouvez en profiter pour faire un peu plus de marge, évidemment. Mais vous imaginez le nombre de biens qu'il y a dans le container, c'est pas ça qui va véritablement faire déraper la croissance. Le véritable sujet, c'est effectivement, est-ce que on a aujourd'hui, en termes financiers déjà, est-ce qu'on a un risque inflationniste qui peut se rematérialiser? Moi, je pense pas. Clairement, je fais partie des gens, à la fin de l'année encore précédente, je faisais partie des effondristes de l'inflation. Donc, je n'ai pas été surpris, moi, des chiffres d'inflation, puisque j'avais dit qu'effectivement, à cette fin d'année, on serait autour de entre 2 et 3%. On y est. Quand on regarde les chiffres corps PCE aux États-Unis analysés sur 6 mois, on est à 1,9. Ça y est, on y est. Donc en fait, l'inflation, pour moi, c'est véritablement l'histoire ancienne. La question maintenant, c'est est-ce que effectivement, on peut avoir une croissance américaine qui peut se dérouler sur des piliers qui soient plus fermes que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, on a effectivement eu à la fois un soutien budgétaire quand même extraordinairement fort et procyclique. Quand même, en économie, c'est pas quelque chose qui rend très très à l'aise le fait qu'on soit dans un cycle plutôt positif et on rajoute encore du soutien budgétaire. Normalement, c'est pas exactement ce qu'il faut faire. Et en plus, on a effectivement un effet richesse qui était fort avec le Covid, au-delà de l'effet marché, qui est quand même en train, même s'il est régulièrement revu à la hausse, mais qui est quand même en train de s'affaiblir. Et ça, pour moi, ça fait partie des choses sur lesquelles je vais être très attentif, en particulier sur effectivement les chiffres de l'emploi et les chiffres du soutien en termes de revenus des ménages. Je pense que l'année 2024, ça va être une année où bad news is bad news. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a eu ce paradoxe des marchés. Même avec le put de la Fed qu'on a décrit. Ce ne sera pas suffisant, vous dites. Il faudra en passer à un moment en fait, par... Il faut qu'il y ait un équilibre. C'est-à-dire que s'il y a trop de mauvaises nouvelles, là, on va commencer à s'inquiéter réellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le soutien des marchés, c'est véritablement le fait qu'on n'a pas de scénario récessif. On n'a pas... moi, je fais également partie du bon vieux consensus de marché. Donc, on n'a pas dans nos scénarios le fait que la croissance baisse jusqu'à avoir une récession forte ou une vraie récession aux États-Unis. J'entends beaucoup le fait de dire si c'est une récession dite technique, c'est pas grave. D'un point de vue économique, c'est pas grave. Les marchés sont pas positionnés comme ça. Les marchés sont pas du tout positionnés pour une récession technique. Ils sont positionnés pour une croissance qui tient bien, légèrement au-dessus du potentiel, pas trop. Voilà, légèrement au-dessus du potentiel, peut-être autour de 2%, de 2,5%, ça irait très bien à tout le monde. Si effectivement on a une baisse trop forte, là il va falloir se méfier. Je pense qu'un soutien à la fin de l'année, dans la deuxième partie de l'année, ce sera probablement le fait que, à mon sens, l'inflation va baisser encore plus fort que ce qu'on pense. Et donc, les taux vont devoir baisser encore plus fort que ce qu'on pense. Donc, on va avoir ce soutien-là, mais pas au début d'année. Au début d'année, on a beaucoup acheté ce scénario-là. Donc, on va avoir besoin, effectivement, d'avoir un repricing. Mabrouk le disait, il y aura probablement des petits points sur la courbe qui vont inquiéter. Moi, je pense que c'est pas un sujet. Il y a un chemin possible qui nous amènerait en fin d'année à nous retrouver à devoir... lutter à nouveau contre des forces désinflationnistes et des forces déflationnistes. Absolument. Pour moi, absolument. Tout à fait. Sophie, sur cette idée qu'on explore. En fait, c'est tout le débat autour de ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est un mouvement continu d'augmentation des prix. Ce qu'on a observé, c'est plutôt une marche d'escalier. Ouais. Un choc de prix, oui. Donc on a observé un choc de prix et après, ça ne se transforme pas nécessairement en inflation. Et au regard du régime de demande qu'on a dans les économies développées, en réalité, nous, on partage plutôt votre point de vue. Il n'est pas dit du tout qu'il y ait une transformation en inflation. Une fois les chocs normalisés, on retrouvera des forces déflationnistes qui nous animent depuis longtemps dans le monde aujourd'hui. Notamment liées à la relative atonie de la demande. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans les économies développées. On a une demande qui, certes, progresse, mais qui n'est pas non plus explosive. Donc, on a une relative atonie de la demande. Alors, effectivement, on peut avoir des chocs externes. Donc, la variation du prix du pétrole liée à la guerre en Ukraine, liée à un problème au Moyen-Orient, constituerait un choc extrême qui, après, se diffuse. Mais là, on est dans des effets de marche d'escalier, entre guillemets. On n'est pas dans une inflation qui entraînerait des hausses généralisées des salaires et qui se poursuivent d'une année sur l'autre et ainsi de suite. Donc,
Donc on n'a pas l'impression non plus du tout d'être dans ce scénario-là, raison pour laquelle on est plutôt confortable effectivement avec cette notion de pivot banque centrale. C'est-à-dire qu'on est passé dans une nouvelle ère, après une période de resserrement tout à fait justifiée des conditions monétaires. Donc c'est vraiment, entre guillemets, c'est la donnée sous-jacente. Après, sur le comportement de marché, vraiment, première partie, deuxième partie... Bad news is bad news. Ouais, il y a un moment où bad news sera bad news. La réalité, c'est que toutes les baisses de 5 ont commencé par des baisses de 2. Tous les hard landing ont commencé par les soft landing. Donc c'est toujours... on se rend compte qu'on n'a plus de train d'atterrissage. Voilà, on va toujours être dans l'interrogation, ou si ça commence, si les chiffres, si la détérioration, disons, la détérioration s'accroît, on risque effectivement d'avoir un trou d'air à un moment en se disant mais finalement on n'a pas bien compris parce que de toute façon on a passé notre temps à réécrire ce qu'on anticipait. Toujours. Donc on n'a pas bien compris et effectivement le trou d'air est peut-être plus important. Et bien là, après, on rentrerait dans la fonction de réaction. Mais on peut avoir une période, un passage, où effectivement, on va se dire, oh là là, mais finalement, ça ralentit beaucoup plus. Et partant encore une fois de marché pricé pour la perfection. Hein. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a pas mal de poches, de poches de marché en retard. Il y a pas mal de segments. Mais il y a il y a beaucoup de contrastes dans le marché. Il y a énormément. Donc il y a de l'asymétrie quand même dans certains dans segments de marché. Moi, c'est ce qu'on disait auparavant, notamment sur les taux. Les taux ont été très très vite. C'est difficile d'imaginer qu'on va gagner beaucoup d'argent dans les taux maintenant. Voilà. Par contre, effectivement, dans une construction de portefeuille, en termes de couverture d'un ralentissement plus fort, notamment, ça peut marcher. Et dans les actions, la lecture, elle est très disparate. C'est-à-dire qu'il y a des segments qui sont maintenant très très chers. Vous posiez la question de est-ce que le Nasdaq continue bille en tête, est-ce qu'il continue à surperformer tout le reste. C'est une question, oui. Nous, on est plutôt dans l'idée qu'on peut avoir plutôt une diffusion. C'est-à-dire qu'il y a des pans de la cote qui peuvent, au contraire, être amenés à rattraper, qui se sont très mal comportés finalement en relatif en 2023. Voilà, on peut avoir même avec un fondement macro en ralentissement. Oui, on peut voir ces parties peut-être plus cycliques, peut-être moins liquides, remonter alors même que l'économie ralentirait. Un des paradoxes qui avait été très souvent souligné l'année dernière, c'était la surperformance des cycliques. Tout le monde était hyper inquiet sur la croissance et les cycliques surperformer massivement. Les défensifs ont sous-performé de façon colossale. Considérable. Quand on regarde, même pire que dans un cycle habituel, quand on regarde les 3 pires secteurs qu'est-ce en qu'on 2023, c'est santé, consommation de base et services aux collectivités. Alors pour des raisons qui peuvent se justifier dans les 3 cas, vraiment des raisons fondamentales qui peuvent être propres à chaque segment, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ces segments-là, en relatif, sont devenus, entre guillemets, peu chers. Donc en fait, on peut avoir un marché qui se comporte différemment, peut-être une diffusion. On va sortir de la toute concentration sur des valeurs stars qui, elles, ont déjà, finalement, sont pricées pour la perfection, donc intègrent déjà des anticipations très très fortes, et aller chercher d'autres segments qui, finalement, en plus, ont des caractéristiques défensifs. Et oui, c'est ça. Dans un marché un petit peu moins favorable. Donc il peut se passer quand même pas mal de choses sans aller directement dans une consolidation générale des marchés. Bon, sur l'aspect marché, Mabrouk, et puis qu'est-ce qu'on peut dire du rôle, parce qu'on a parlé des banques centrales, du POUT de la Fed, etc., le rôle de la politique budgétaire en 2024, après les efforts et on va dire, le rééquilibrage du policy mix à marche forcée, tel qu'il s'est fait depuis 3 ans. Alors, juste une toute petite nuance sur le bad news is bad news. Alors moi, je dirais plutôt, si on se focalise sur la partie macro, je garde mon bad news is good news. En revanche, le bad news is bad news va concerner la partie micro. Et en fait, c'est là où il faut être attentif. Parce que je pense que du coup, si on a par exemple demain un rapport sur l'emploi qui est, enfin du moins en fin de semaine, qui sera mauvais, là, on est reparti encore pour un tour, effectivement, sur les taux d'intérêt qui vont baisser, etc. On joue le put de la Fed. Et donc, du coup, la Fed va devoir peut-être agir encore plus précocement que ce que les marchés anticipaient. Et les marchés anticipent déjà beaucoup, en effet. En revanche, si on constate véritablement une dégradation beaucoup plus forte qu'escomptée des bénéfices, des résultats des entreprises, et on va être fixé dès le mois de février, en fait, pour le Q4 et dès le mois d'avril-mai pour le premier trimestre, là effectivement les marchés risquent un peu plus de volatilité et finalement une tendance beaucoup plus négative. Donc
Je pense qu'il y a la part des choses, elle sera à faire vraiment du côté de la micro et de la macro. La macro, globalement, si ça se passe mal, les banques centrales sont là. Si ça se passe mal du côté micro, là, en revanche, c'est plus délicat. Le parachute, il est beaucoup moins fort. Et donc, finalement, je pense qu'il y a ce distinguo à faire. Alors maintenant, côté politique budgétaire expansionniste. La question fondamentale, c'est est-ce que la politique procyclique, effectivement, implémentée par l'administration américaine, premièrement, va-t-elle, entre guillemets, se poursuivre et ces effets vont-ils encore se diffuser dans l'économie? La réponse est oui. Parce qu'en fait, ils ont eu le génie, en quelque sorte, de transiter par des canaux qui ne sont pas habituels, c'est-à-dire l'incitation fiscale pour l'investissement. Pour l'investissement productif dans des secteurs exposés, c'est-à-dire le secteur manufacturier, et donc avec un prisme complètement assumé de protectionnisme. Là, il coche toutes les cases. Donc, Souveraineté. Pardon ? On dit souveraineté. Oui, non, protectionnisme. En économie, ça s'appelle protectionnisme. En politique, ça s'appelle souveraineté. Mais on fait de l'économie ici, donc du coup, on appelle ça du protectionnisme. Mais c'est un protectionnisme qui était assumé, en fait. Et encore une fois, un secteur qui est exposé comme le secteur manufacturier, où on sait que ça va mal. Prenons toutes les économies manufacturières en Europe. L'Allemagne, l'Italie, ça va pas. La Chine, ça va pas. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils protègent. Bon. Et donc, résultat des courses, ça va encore se diffuser. Donc, et il y a un point dont on n'a pas évoqué sur la question de l'inflation. Pourquoi est-ce que finalement, cette inflation aujourd'hui, même si elle était un peu plus forte que prévu, ne pose pas de problème? Il y a des gains de productivité aux États-Unis qui n'existent pas en zone euro. Et c'est là, en fait, la grande différence. Pourquoi les entreprises américaines peuvent monter les salaires tout en continuant finalement à dégager des marges? Parce qu'elles sont productives. C'est pas le cas en Europe. On a vu quelques trimestres de forte croissance de la productivité du travail aux États-Unis. C'est le CBO, en fait. Est-ce que c'est une tendance lourde qui permet de se projeter ça va au-delà même de la productivité du travail. dans un nouveau paradigme? Quand on regarde la productivité globale des facteurs, alors c'est un truc un peu technique, effectivement, de macroéconomiste, et qu'on ne sait pas mesurer proprement. Hein. Donc il y a autant de mesures que d'économistes, mais bon, ça c'est un détail. Vous prenez le CBO par exemple, donc qui mesure ce paramètre qui est déterminant en fait pour les trajectoires effectivement de déficit et de dette. Ils vous expliquent très simplement, ça a doublé. Ça a doublé effectivement aux États-Unis. La croissance potentielle n'a pas doublé effectivement directement, mais la composition effectivement de cette croissance, elle est à la faveur de la productivité globale des facteurs. Et donc quand on a dit ça, on se dit mais finalement l'économie américaine peut croître avec de l'inflation, de la croissance et de la croissance des salaires. Magnifique. Donc résultat des courses, pour revenir sur la politique budgétaire, on a un problème en Europe, c'est qu'on lague tout le temps. Donc c'est-à-dire qu'en gros on est encore en retard sur cette histoire de politique budgétaire. On attend peut-être effectivement encore un nouveau plan qui serait peut-être concerté par les pays corps de la zone euro à l'échelle de la Commission européenne. Les Allemands essayent de contourner Karlsruhe effectivement par différentes méthodes, notamment statistiques, pour essayer de dire bon finalement l'économie allemande ne va pas très bien, donc on va devoir utiliser la politique budgétaire. On voit bien que c'est un des rares moyens. La politique monétaire n'y arrivera pas. Enfin, c'est pas le moment de compter sur la politique monétaire. Non. Le seul moyen entre guillemets de relancer la machine macroéconomique, c'est la politique budgétaire. Bon, la croissance économique européenne, on peut pas dire qu'elle soit, on va dire, mirobolante. Exactement. Oui, non. L'économie allemande est en récession. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est même la Bundesbank. Donc du coup, à un moment donné, si on veut sortir de là, eh bien, il n'y a pas le choix. Il va falloir utiliser le volant budgétaire. Et c'est pour ça que la BCE, elle, se dit retardons de toutes les façons, j'ai pas besoin d'utiliser tout de suite mon put, entre guillemets, monétaire, puisque de toutes les façons, il va y avoir sans doute L'Allemagne ira et même l'ensemble il n'y a pas le choix. Donc à un moment donné, si on veut... Oui. À un moment donné, si on veut éviter... De toute façon, l'Allemagne a... C'est-à-dire qu'aujourd'hui est le moment où il n'y a pas le choix, il peut se passer du temps du point de vue de la vision allemande. Non, mais en Europe, oui, du point de vue bureaucratique, oui, il peut se passer beaucoup de temps, c'est ça le problème. Oui, mais contrairement aux États-Unis, encore une fois. Mais le truc, c'est que Mais la fin de l'histoire, c'est ça, quoi. Mais si jamais on y arrive, encore une fois, tout va bien. Donc ça veut dire qu'il y aura une politique budgétaire expansionniste qui va effectivement pousser de nouveau la croissance. Qui va être la variable d'accommodation, effectivement, du ralentissement économique, plus que la politique monétaire. La politique monétaire ne permet pas finalement. Donc on a beaucoup parlé des canaux de transmission de la politique monétaire. Donc ça va prendre du temps. Donc il y a une asymétrie effectivement entre la hausse et la baisse. Si jamais la BCE demain baisse ses taux, ça ne va pas produire ses effets immédiats sur le marché de l'immobilier, sur les différents marchés. Fort, on n'est pas obligé. Mais quand bien même, si vous avez détruit l'appareil productif, ça marche pas.
Bon, oui, sortie pour l'Europe, comment vous voyez la séquence se mettre en place? Je vous ai laissé en fin 2023, vous n'étiez pas forcément hyper positif sur l'idée qu'on allait trouver une issue assez favorable et assez vite entre politique monétaire, politique budgétaire en Europe. Moi, j'apprécie beaucoup justement cet esprit positif de janvier. L'optimisme de début d'année de Mabrouk. Que j'écoute de la part de Mabrouk. On n'est que le 2. Il y a cet élan, peut-être que le 3 sera différent. Moi, effectivement... Non, mais c'est intéressant d'y réfléchir comme ça aussi, en essayant de s'élever par le haut, quoi. Non, mais je trouve que le diagnostic est très juste. Moi, ce qui m'inquiète, et ça va faire une transition souple, mais déterminée vers la partie politique, ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, d'un point de vue de décision politique, en particulier en Allemagne, tout est extraordinairement compliqué. Et effectivement, pour reprendre votre point, entre le moment, en fait, si je le renverse un peu cette rhétorique, le moment où on n'a pas le choix et le moment où la décision sera prise, il peut s'écouler beaucoup de temps. Parce qu'on voit que le fameux PS en âme blocage Schäuble, oui, je voyais pas oui, Schwarzenegger, oui, bien sûr, oui. Celui qui a mis en place le blocage. On a perdu le même jour Jacques Delors et Wolfgang Schäuble. Exactement. C'était quand même... celui qui a bloqué l'utilisation de l'arme budgétaire en Allemagne en 2011 par l'inscription dans la Constitution, c'est Wolfgang Schäuble. Et donc, il est extraordinairement compliqué maintenant pour l'Allemagne de sortir de ça. Et on le voit aujourd'hui avec les débats budgétaires dans la coalition, qu'en fait, il y a à la fois le même diagnostic que vient de faire Mabrouk, c'est-à-dire en fait, on en a besoin, et la conclusion qui est, ouais, mais finalement, on va quand même réduire les dépenses. Donc, c'est quand même très compliqué. Et je pense que le sous-texte en fait allemand, c'est on va finalement laisser l'Europe trouver un accord global pour relancer au niveau européen d'un point de vue budgétaire, pour éviter justement que nous-mêmes nous ayons à contourner trop ouvertement, parce qu'on a vu que on s'était fait prendre les doigts dans le pot de confiture par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Donc on va pas le faire, mais on va essayer de pousser l'Europe à le faire de leur côté. Donc on attendra le post-élection européenne pour faire quelque chose. Et donc avant là, dans la période, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué en termes de délai, ça paraît compliqué. Mais je suis totalement d'accord. On en a besoin. Et en Europe, quand on voit ce dont on manque en termes de relance de demande intérieure, c'est effectivement absolument nécessaire. Je vois malheureusement pas à court terme l'Allemagne arriver à décider ça. Oui. La consommation, les indicateurs de vente au détail aux États-Unis, on est au-dessus de la tendance pré-Covid. On est allé au-dessus de la tendance pré-Covid. Ça n'a jamais été le cas. Absolument, en Europe jamais depuis 2019. Est-ce que ce qu'on dit là, Sophie, est-ce que c'est embêtant pour les marchés européens, pour les actifs européens, pour les actions européennes, ou est-ce qu'encore une fois, il y a le jeu du marché, la fonction d'anticipation et la réalité un peu plus immédiate, à la fois politique et économique? Alors, nous, on ne fait pas exactement le même diagnostic de la réalité européenne. On partage effectivement le fait que la croissance est étale aujourd'hui en Europe, c'est un fait indéniable. La complexité allemande, c'est un fait indéniable, dommageable d'ailleurs au changement climatique, mais bon, peu importe. Tout ça, c'est un fait indéniable. Maintenant, il y a quand même des facteurs macroéconomiques qui pourraient surprendre favorablement. D'abord, on a le choc manufacturier qui a été principalement encaissé par l'Allemagne, mais pas que, et dont on peut commencer à envisager qu'on a vu les points bas. C'est-à-dire que la dynamique, et là on est en train de parler de dynamique, on n'est pas en train de parler de niveau, mais la dynamique commence à se stabiliser et pourrait dans les prochains mois commencer à repartir, avec, ne serait-ce que par effet de base. C'est-à-dire que ça va juste moins mal progressivement. Donc ça c'est un premier état. Donc la partie manufacturière qui a énormément souffert pourrait commencer à repartir, tout simplement par effet sur une base plus favorable. Et le deuxième facteur fondamental qu'on n'a pas encore vu se matérialiser, et vous mentionniez notamment la question de la consommation, mais qui s'est bien matérialisée aux États-Unis, c'est la hausse des salaires réels. Et la hausse des salaires réels, elle est en train de se matérialiser en Europe. Alors certes, on n'a pas la propension à consommer de nos camarades américains, mais il y a quand même là un taux d'épargne toujours extrêmement fort en Europe, puisqu'en fait les Américains ont eu tendance à consommer leur taux d'épargne. Alors, il y a tout un débat autour de est-ce qu'ils ont consommé toute l'épargne Covid ou pas. Il y a des Fed qui ont écrit là-dessus, etc. Tout le monde n'est pas d'accord, mais enfin, en revanche, en Europe, ce qui est certain, c'est qu'on n'a rien consommé du tout, ou presque. Donc, il y a un réservoir. Il y a un réservoir, et dans le même temps, il y a une situation de plein emploi, et dans le même temps, il y a des salaires réels qui commencent à remonter. Et ça doit modifier à un moment la perception et la psychologie du consommateur européen, allemand, français?
Et donc, qui a surépargné encore plus que d'habitude. Ces facteurs-là pourraient effectivement amener à avoir une activité qui s'améliore progressivement. Parce que personne ne le perçoit. Hein. Quand je dis personne, c'est les enquêtes d'opinion, consommateurs, etc. Aux États-Unis, ils parlent de la vibe session. C'est l'idée que les États-Unis sont, pour une partie en tout cas du pays, dans un état économique délabré, désastreux, malgré l'emploi maximum, malgré tout ça. Et donc, en fait, donc c'est quelque chose qui est entre guillemets, c'est une sorte de joker. C'est vraiment, mais il n'est vraiment pas exclu. Et ça, c'est quelque chose d'important pour les marchés, qu'en fait, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître à très court terme, on soit surpris par l'Europe. Et si c'était le cas, eh bien, figurez-vous que ça serait extrêmement positif pour le marché européen, parce qu'on n'en attend rien. Ah oui, c'est ça, c'est sûr. On n'en attend rien, et donc, quelque part, quand on n'attend rien, pratiquement, on ne peut être que surpris favorablement. C'était l'argument que Wilfried développait sur la Chine. Alors, je ne ferai pas de parallèle, parce que la crise immobilière est moins violente en Europe qu'en Chine. Non, mais c'est le même mécanisme. Mais quelque part, ça procède effectivement de la même logique. On peut gravir le mur des inquiétudes, comme le fait si bien le marché en général. Et d'ailleurs, la meilleure phase de marché, c'est la phase où on gravit le mur des inquiétudes. C'est pas la phase où il y a une super croissance et on est content, parce que tout est déjà pricé dans le marché. Là, pour l'instant, on a effectivement une fenêtre, et nous, on pense... Ça tombe bien en Europe, on est donc il faut y être. On est loin de la supercroissance. C'est quand même un micro. Non, mais il faut être sur l'Europe, là, vous dites, Sophie. Non, moi, je pense effectivement, nous, on pense qu'il est possible qu'on soit surpris favorablement, et donc on aura tendance à regarder davantage le marché européen cette année, et notamment des segments qu'on commence tout juste à réexplorer, qui sont le segment tarte à la crème des petites et moyennes capitalisations. Pourquoi ? Parce que vraiment pas cher, parce que personne n'en a. Alors là, c'est vraiment... qui recommence d'ailleurs effectivement à avoir un peu de vie. Ça gigote un peu, c'est pas complètement mort. Parce que la Banque centrale, ça gigote aussi, c'est les conditions financières qui se détendent. Et des taux réels qui sont à zéro. Voilà, des taux réels à zéro, et puis potentiellement, des surprises économiques plus positives. Voilà, puis il y a la valo. Si on va chercher des idées, si finalement l'Europe ça va un peu mieux et qu'on va chercher des idées sur l'Europe, à un moment on va se dire mais ça finalement c'est pas cher. C'est un peu buffet-like, mais c'est un petit côté finalement peut-être buffet-like. Non mais les taux réels à zéro, en fait, ça n'augure rien de bon, en fait, parce que soit on se dit il y a une politique monétaire qui va devenir vraiment très accommodante, c'est un peu ça que ça... Et donc c'est pas du tout le chemin effectivement que ça emprunte. Soit il n'y a plus de croissance, c'est fini en fait. Donc là vraiment le marché a give up a complètement abandonné sur la croissance européenne. Ou bien, en fait, il y a un mispricing de marché, et donc les taux réels vont remonter. Et donc là, à ce moment-là, si les taux réels remontent, généralement, ça ne fait pas bon ménage avec la croissance des actifs risqués. Donc c'est pour ça que je dis toujours, effectivement, qu'il va falloir attendre, vraiment que les choses se stabilisent. Et je suis d'accord sur la dimension manufacturière, on a touché le fond en Europe. Donc clairement... Le bas de cycle, c'est maintenant. Le bas du cycle. Ah oui, le bas du cycle industriel, manufacturier en Europe, c'est maintenant. On le voit en Allemagne, ça se stabilise. Ça arrête de se dégrader. En gros, ça stabilise sur des niveaux qui sont extrêmement bas. Ah oui. Mais du coup, on ne continue pas à creuser en quelque sorte. Et donc, toutes les économies manufacturières, toutes les économies européennes qui dépendent par ailleurs de l'Allemagne, voient leur situation cesser de se dégrader. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc, et si en plus, on a un peu de saupoudrage budgétaire, et si finalement, on a une économie mondiale qui se comporte, entre guillemets, plus ou moins bien, une Chine qui sort de sa torpeur, tout ceci va pouvoir militer pour une surprise favorable du côté européen. Mais néanmoins, à un moment donné, il va falloir surveiller ces taux d'intérêt réels qui sont anormalement bas. Et on se souvient que Christine Lagarde avait déjà déclaré « Attention, des conditions monétaires qui sont extrêmement favorables à ce stade du cycle, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. » Et donc, ça a corrigé de manière assez phénoménale. Ce serait intéressant de voir, parce que là, on va avoir cette semaine première estimation d'inflation zone euro pour le mois de décembre. On sait que ça doit printer autour de 3%, voire peut-être 3% plus, avec des effets de base qui ont été parfaitement anticipés par tous les économistes. On verra ce qu'il en est du marché. Non, mais c'est intéressant, parce qu'on va avoir une petite remontée de l'inflation globale. On l'a vu aux États-Unis également. Ça du tout. Intéressant de voir comment le marché s'est préparé à ces surprises effectivement sur l'inflation qui le tout c'est de savoir un peu différente, quoi. Si le sous-jacent entre guillemets n'emprunte pas effectivement la voie du plateau, voire même de la remontée, et si jamais les composantes qui sont dans le sous-jacent en fait, on va voir qu'est-ce qui soutient ce sous-jacent. Et exactement. Donc tout est une question. Il va falloir décortiquer un peu tous ces chiffres pour se faire une bonne idée de quels sont les drivers fondamentaux de cette inflation et si on est parti pour un cycle d'inflation durablement élevée.
Un mot rapide là pour décrire votre état d'esprit sur la politique d'investissement, enfin les recommandations en matière d'investissement, actions ou taux ou les deux. Enfin, comment est-ce qu'on a envie de gérer ce début d'année là? Je pense que là, ce début d'année, moi, je suis un petit peu plus prudent. Là, hein. Je pense qu'on a beaucoup acheté de bons scénarios. On rappelle un 2 mois, novembre-décembre, historique, une intensité de rallye généralisée historique. Exactement. Donc, je pense que du point de vue action, moi, je suis en fait. Je suis équilibré entre d'un côté la partie très tech qui me semble être toujours le lingot d'or des marchés et puis effectivement des secteurs qui n'ont absolument pas profité comme la santé, les small cap Europe. Des rattrapages. Voilà, exactement. Donc vraiment avoir cette espèce de double approche et puis je continue à croire qu'effectivement pour équilibrer les portefeuilles un peu d'obligataire même avec un bon rallye qui a eu lieu aujourd'hui il y a encore du potentiel. En tout cas, pour équilibrer dans une logique de portefeuille, avoir un peu d'obligations, voire d'obligations convertibles, ça paraît une bonne idée. Bon, Sophie, c'est ce que vous disiez, taux, ça retrouve son utilité, en tout cas en matière de protection, des fins de couverture. En portage, enfin en absolu, une grosse partie du marché est fait, du rallye est fait, au moins à court terme. Et sur la partie action, oui, certains actifs en retard, donc des pans de marché qui sont en retard. Nous, on aime toujours bien les thèmes qui tournent autour de la transition énergétique. Alors effectivement, il faudra se méfier un petit peu de ce qui va pouvoir bouger dans le courant de l'année autour des élections, notamment. Est-ce que des pans de l'IRA seraient éventuellement remis en question ou pas ? Mais disons qu'il y a quand même, fondamentalement, dans cette thématique, qui est une thématique d'investissement, c'est quelque chose qui offre une visibilité très très forte aux acteurs qui sont à même de contribuer à cette transition. Donc on aime toujours bien cette idée-là, qui est une idée un thème qui devient un petit peu séculaire. Et puis effectivement, donc, le rattrapage de certains pans qui ont énormément sous-performé, qui peuvent être intéressants. Brooke sans être original, effectivement, le secteur de la tech qui est... alors, sans parler de visibilité, mais il y a toujours cette promesse, finalement, de l'IA, de tout ça, etc. Donc, tant que cette promesse ne sera pas attaquée ou démentie, globalement, ça va continuer d'être une espèce de lame de fond. Et puis, de manière plus globale, finalement, tous les indices ou toutes les places boursières qui ont un biais, en fait, tech, on l'a vu avec le réveil du Japon, on le voit toujours avec l'Inde. L'Inde, on a beau dire qu'effectivement, c'est un marché cher, etc. Mais les marchés chers, globalement, c'est ceux qui performent également quand on a ce biais tech. Parfait. On va parler spécifiquement des émergents dans un instant. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché pour cette première émission de l'année Smart Bourse sur Bismart avec Mabrouk Chetouane, Natixis ICM, Sophie Chevelier d'Orval AM et Wilfried Galland, Montpensier Finance. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et pour entamer cette année 2024 sur les marchés, le thème de cette première émission est consacré à la sphère émergente. Et qui dit émergent, dit Chine, évidemment. Nous en parlons avec Bruno Vanier, président de GMO Assets, à mes côtés en plateau. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Merci beaucoup, spécialiste de l'investissement dans la sphère émergente, à travers les actions historiquement, mais à travers le monde et l'univers obligataire également depuis quelques années. Plus personne n'attend rien de la Chine. On a quitté la Chine en 2023 comme étant une terre de désespérance totale pour les investisseurs. Je caricature un peu, mais c'était quand même l'état d'esprit qui animait il y a quelques jours, quelques semaines encore les investisseurs quand on évoquait la Chine. Bruno, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Le premier jour de l'année, le premier jour boursier de l'année aujourd'hui, le marché chinois baisse encore. Donc on est toujours exactement dans la même logique. On baisse encore sur des nouvelles macro qui sont mitigées, voire mauvaises, avec un indice PMI. Enfin, il y en a deux. Donc il y en a un qui est toujours meilleur que l'autre. Mais enfin, globalement, c'est pas très bon. Et semble-t-il, le premier trimestre va être assez mauvais. Et quelque part, c'est ce qu'on le marché va aller toucher d'une certaine manière, en fait, pour pousser Pékin à faire quelque chose de manière plus massive. Alors, Pékin, depuis quasiment le début du dernier semestre, depuis juillet dernier, a pris un certain nombre de mesures, mais ça ne se voit pas encore. Alors, est-ce que les mesures ne sont pas assez fortes ? Ou alors, il y a un temps de latence qui est tout à fait possible. On reste dans un attentisme assez élevé. On a eu en plus, juste avant Noël, des mesures anti-Tencent. Mais oui, c'est reparti sur les jeux vidéo, voilà, 2 ans après le coup de... les mauvaises impressions de l'époque. C'est difficile. Non, c'est difficile. Non, mais quand je disais, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? C'est à ne plus rien attendre
de la Chine? Est-ce que c'est justement le terreau qui peut faciliter des surprises économiques et qui peut créer des surprises chez des investisseurs qui n'attendent plus rien? Un peu comme sur l'Europe, on n'attend pas grand-chose, clairement. Quoi. Ouais. Donc, et si on a 3 ou 4% de croissance cette année, ce sera un très bon chiffre, clairement. Quoi. Je pense qu'on est loin de tout ça. Alors, il y a toujours l'immobilier qui plombe, je dirais, le sentiment, la confiance des consommateurs. Et l'immobilier, pour le moment, n'est pas du tout en phase de reprise. Au contraire, on baisse encore en termes de transactions. Donc, l'impact est quand même assez massif en termes de transactions. C'est quasiment une division par 2 par rapport au niveau plus élevé. Donc, ça, vous imaginez quand même l'impact que ça peut avoir sur l'activité. Et puis, l'immobilier, c'est pas petit quand même dans une économie, et surtout en Chine. Donc, on a vraiment déjà quelque chose de très, 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 très mauvais. Ce qu'on risque d'avoir dans l'immobilier, c'est pas une reprise. À mon avis, l'immobilier est plombé pour des années, mais au moins une stabilisation ou alors un arrêt de la dégradation. Voilà. Oui, c'est ça. Ou une dégradation moins élevée, moins forte. Ce qui serait déjà une bonne nouvelle. Voilà. Oui, non, mais voilà, ça permet de donner un peu la perspective de ce que pourraient être des bonnes nouvelles économiques en Chine en 2024. Rappelons aussi un point assez intéressant quand même qu'il faut évoquer, c'est que Pékin, de manière assez, je dirais, stratégique, n'avait pas forcément besoin de faire de la grande mesure pour relancer la machine cette année. Parce qu'on a un effet de base, en 2023. Ouais, on a un effet de base qui est quand même là, qui fait que la croissance économique en 2023 va être de l'ordre de 4,5-5%. On ne va pas se plaindre quand même avec ça, même si c'est largement inférieur à ce qu'on aurait pu attendre du fait de l'effet de base post-Covid, ça reste un chiffre en absolu pas si mauvais que ça. Quoi. Donc le sujet, c'est vraiment 2024, parce qu'en 2024, il n'y a plus d'effet de base. Quoi. Donc si on veut maintenir une croissance au-dessus de 4, là, il faudrait qu'il fasse quelque chose, et c'est ce que le marché veut entendre d'une certaine manière. Comment on sort? Est-ce que la Chine, c'est juste une histoire macro? Alors pour des investisseurs, global macro, allocataires d'actifs, oui, sans doute. Mais quand on est dédié à l'investissement dans les émergents, on ne peut pas s'affranchir, j'imagine, totalement du marché chinois. Bruno, alors on gère la pondération, etc. Non, mais moi, ce qui me fascine, c'est que derrière l'histoire macro, l'immobilier, la politique chinoise aujourd'hui, il y a aussi des histoires thématiques fabuleuses. Le véhicule électrique chinois. En 2 ans, la Chine est devenue le premier exportateur mondial d'automobiles dans le monde, avec le développement, bien sûr, de son industrie du véhicule électrique. BYD, sur le 4e trimestre, signe plus de livraisons de voitures que Tesla. C'est la première fois de l'histoire de BYD qui s'impose comme un leader électrique mondial et plus uniquement chinois. Buffett est actionnaire depuis 2008. Sur les chips, évidemment, grande difficulté avec un contrôle technologique américain très fort, mais Huawei a quand même connu en 2023 une année de rattrapage, de dynamique de ses ventes. Et voilà, j'ai plus en tête les montants investis sur le secteur des semi-conducteurs en Chine, mais c'est délirant. La capacité de production des semi-conducteurs en Chine a peut-être doublé en 2-3 ans. Absolument. Alors on reste sur des semi-conducteurs de moindre, je dirais, de technologie moins avancée que peut faire TSMC notamment. Quoi. On a toujours un sujet technologique sur les technologies les plus avancées, mais indéniablement, la Chine investit beaucoup. Pas depuis avant-hier, en l'occurrence. Elle investit beaucoup depuis longtemps déjà, avec des résultats relativement mitigés en termes d'avancement dans la technologie. Mais à un moment donné, ça va payer, quoi. Et de toute façon, ils n'ont pas le choix, parce qu'encore aujourd'hui, ASML a été interdit, entre guillemets, de leur livrer. On ne fait que raccourcir les calendriers de sanctions, durcir, effectivement. Donc, globalement, si j'ai envie de dire, le point Pékin est encore pas très sympathique avec certaines entreprises. C'est encore là, malheureusement. Les relations sino-américaines avec Biden qui demande à ASML de ne pas livrer, c'est encore là. Donc, 2 gros sujets historiquement qui nous embêtent beaucoup sont encore là. La crise immobilière, elle est encore là. J'ai envie de dire, on ne va pas avancer encore, entre guillemets, quoi. Alors, la différence aujourd'hui, c'est comme on le disait, vraiment les attentes sont très très basses. Alors, le delta positif qu'on pourra avoir à un moment donné, ou le marginalement positif, ça va avoir un effet positif sur les marchés, on l'espère. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, notre position, en tout cas sur la Chine aujourd'hui, c'est restons prudents. Sous-pondéré, on est légèrement sous-pondéré, pas énormément non plus, parce que comme les marchés ont beaucoup baissé. 60% de baisse depuis les points hauts de 2021 pour le MSCI China. La Chine qui pesait 40% de l'indice
l'indice émergent, qui était un marché quasiment incontournable, est devenu un plus petit marché, même si ça reste le premier, à hauteur de 26,5%. Donc c'est une baisse quand même de poids considérable avec la baisse de la Chine, la hausse d'autres marchés. Et donc effectivement, si la Chine remonte, l'impact ne sera pas aussi fort que la baisse quand la Chine baissait sur l'indice émergent. L'effet d'entraînement chinois, sur le plan boursier en tout cas, a été divisé, peut-être pas par deux, mais pas loin. Et souvent, c'est souvent le cas, en fait, quelque part. Alors, c'est quoi le bon niveau de la Chine dans le monde émergent ? C'est toujours difficile à dire, mais un quart, ça me paraît vraiment un niveau qui me... C'est un plancher. C'est un plancher, c'est ça. Compte tenu de la taille de la population, la taille de l'économie, les exportations, le poids de la Chine dans plein de critères. Un quart du monde émergent, ça me paraît un chiffre qui est un plancher. Ouais. Donc on est sans doute pas loin. Ouais, je comprends. Bon, premier trimestre, là, va être un peu clé de voir effectivement s'il y a vraiment l'idée d'un point bas et qui rassurerait les investisseurs peut-être pour la suite. Quoi. Là, on a besoin que Pékin fasse quelque chose peut-être d'un peu plus visible. Quoi. L'Inde ? Alors, on a comptabilisé, c'est pas moi qui l'ai fait, mais 8 années boursières positives pour l'Inde. L'Inde, c'est stop ou encore, Bruno. Narendra Modi, zéro faute. Quoi. Avec des élections à venir au mois de mai. Quasiment. C'est pas les élections qui font le plus peur dans le monde émergent ? Ah non. C'est aussi les marchés. Et on peut avoir tort, bien sûr, mais les marchés pensent vraiment que Modi sera réélu. Tout le monde pense globalement que Modi sera réélu, ce qui est une bonne chose, j'ai envie de dire, pour la pérennité des réformes économiques qui ont été prises, qui sont massives, entre guillemets. Vraiment, on a passé un cran en Inde, clairement. On a un potentiel de croissance qui est peut-être de 2 points de plus que ce qu'on avait auparavant, compte tenu ça justifie la valorisation du marché indien aujourd'hui, qu'on a toujours considéré comme étant le cher dans les émergents. Oui. Encore une fois, les marchés, tant qu'on a accélération d'un certain nombre de critères, de facteurs, comme la croissance bénéficiaire, comme même la croissance économique en général, le prix, c'est pas très important. C'est au moment où on commence à ralentir qu'on regarde le prix. Mais là, on n'est pas dans cette logique. Et cette croissance assez forte en Inde, elle n'est pas inflationniste pour le moment, en tout cas. Ça peut être le cas. Mais parce que les mesures structurelles qui ont été prises permettent justement cette meilleure croissance à un coût d'inflation moins élevé. Et ça reste un marché boursier stratégique pour vous ? Il y a pas absolument stratégique. On a plus de 20% sur ce marché dans nos portefeuilles. Et on a beaucoup d'histoires de croissance forte, de croissance domestique, un taux de pénétration dans plein de secteurs très très basse. Vraiment, la plus belle histoire émergente pour les 20 prochaines années. On a envie de dire ça tous les ans, bien sûr. Ça ne veut pas dire que le marché sera le meilleur peut-être l'année prochaine, que cette année, pardon, mais on est assez serein sur ce On a vu le phénomène, plus la Chine a déçu, plus l'Inde a généré d'enthousiasme. Et inversement, si la Chine repart sur un trimestre, on aura peut-être un peu moins d'enthousiasme va se calmer. Bien sûr. Mais à long terme, ça reste une histoire extraordinaire. C'est établi aujourd'hui pour vous. Il nous reste 1 minute. On a parlé de la Chine, de l'Inde, incontournable. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un ou d'autres jokers les deux jokers qui sont intéressants, qui ont quand même bien fonctionné aussi en 2023. C'est d'une part l'Amérique latine qui a bien marché, et d'autre part, je dirais la technologie asiatique, surtout Corée-Taïwan, les semi-conducteurs, qui dans un environnement vraiment d'offre-demande encore compliqué jusqu'à il y a quelques semaines, performe très très bien. Et là, on a des perspectives très très bonnes pour cette année, au moins les 18 prochains mois, en termes d'offre-demande. On est dans la bonne phase du cycle pour l'industrie des semi-conducteurs. Là. Alors, la bourse a anticipé quand même. On a presque 75% de hausse sur Hynix l'année dernière, donc clairement, et donc on va atteindre sans doute le point élevé sur boursier, en tout cas pour ces titres comme Samsung, TSMC, Hynix, dans les 6 à 9 prochains mois, j'ai envie de dire, alors que le cycle va être encore assez positif jusqu'en 2025. Mais il faudra être prudent, peut-être, à mon avis, à partir de l'été, c'est un peu notre scénario. Pour l'Amérique latine, là, on a des devises qui ont cartonné quand même. Le Real brésilien. Le Real a monté, le peso mexicain a monté. On a un potentiel de taux réel élevé et donc de baisse des taux qui a déjà commencé dans plusieurs pays, dont le Brésil, mais qu'on reste élevé. Donc là c'est vraiment l'histoire de baisse des taux. C'est pas tant en Asie qu'on le trouve, le potentiel de baisse des taux. En Asie n'est pas élevé. Encore une fois, on a un potentiel de réappréciation des devises en Asie.
en Amérique latine, une réappréciation des devises, ça paraît compliqué parce qu'elles ont quand même bien monté, mais quand même une baisse des taux, ça a un impact positif sur les actifs risqués. Des prêts, Bien sûr. Donc il faut toujours être au Mexique et au Brésil. Merci beaucoup Bruno. Merci pour ce tour d'horizon des marchés émergents clés, on dira avec vous, et les marchés qui retiennent votre attention en ce début d'année 2024. Bruno Vanier, le président de GMO Assets, qui était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.